C'est quand tu veux. Merci. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel atelier D organisé en collaboration avec Desjardins. On en parlait là, il y a quelques instants. C'est quand même notre 15e atelier D qu'on organise sur 3 ans, mine de rien. Ce sont des ateliers qui sont pratiques, qui sont dédiés aux entrepreneurs pour discuter, développer, devenir autrement. Mon nom est Roxane Classen. Je suis directrice expérience mentorée et mentor au réseau Mentorat et je vais être votre animatrice ce midi. Merci d'être là avec nous. On va parler de démarrage. Alors, on va le faire avec une personne qui est experte du sujet, Hélène Hollande. Salut Hélène. Allô tout le monde. Je vais prendre le temps quand même de présenter un peu ton parcours avant que tu tombes dans le vif du sujet. Donc, Hélène, c'est une passionnée par l'innovation et l'entrepreneuriat. Elle possède une excellente connaissance de l'écosystème du démarrage d'entreprises, des startups et de l'impact. Elle dédie sa carrière au développement d'une économie innovante, verte et inclusive en accompagnant les entrepreneurs et les pionnières et pionniers de cette transformation. Après avoir gravité autour du Desjardins Lab et du coopératon chez Desjardins, elle rejoint en 2020 le milieu des incubateurs et accélérateurs où elle crée le premier parcours d'incubation en technologie propre de Polytechnique Montréal. Forte de son expérience terrain, elle rejoint Desjardins Entreprises comme directrice start-up. Un nouveau mandat stratégique qui a pour objectif d'éliminer les bris d'accompagnement pour les entrepreneurs en démarrage, tout en renforçant la collaboration au sein de l'écosystème de démarrage des entreprises. Hélène, je suis très contente de t'avoir avec moi ce midi. C'est quand même la deuxième fois qu'on collabore. L'année dernière, tu étais à notre grand événement annuel Rendez-vous Réseau Mentorat. Tu avais parlé du Pitch Perfect. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de démarrage, mais de démarrage en 2023 parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas évident, qui évolue très, très vite. Et toi, tu as des éléments clés que tu vas nous partager pour vraiment aller dans le vif du sujet. Oui, exact. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous partager ma présentation. On va faire en sorte déjà que vous la voyez pour bien commencer. Merci en tout cas à Réseau Mentorat pour l'invitation. J'espère que je vais rendre à pouvoir échanger. Puis je pars du principe que je n'ai pas la science infuse. Donc, l'idée, c'est de vous donner quelques clés. Mais c'est sûr que définitivement, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir aussi, vous verrez, travailler puis apprendre aussi en côtoyant effectivement différents joueurs. Fait que je vais commencer par me présenter. Donc, c'est sûr que là, je vous ai dit, je suis directrice startup chez Desjardins Entreprises. Mais je vais vous parler aussi un petit peu de mon amour de l'entrepreneuriat. Moi, je viens d'une enfin, d'une entreprise familiale qui œuvre dans le vin depuis maintenant 1721. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui coule dans mes veines. J'ai eu la chance de grandir auprès, justement, d'une grand-mère qui aimait ça beaucoup, faire du développement d'affaires. Donc, elle m'a amené dans les commandes de bouteilles de vin chez les restaurateurs. Puis, j'ai appris justement à vendre en l'écoutant, en la voyant aller. Donc, c'est un peu ça l'idée là, de pouvoir redonner. C'est que moi, je suis pas une entrepreneur. J'aime ça entreprendre au sein de mon organisation. Mais j'aime ça surtout accompagner des entrepreneurs qui ont la passion et qui ont le courage, parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours une aventure facile. Donc, c'est ça, moi, je suis venue il y a plusieurs années, maintenant, ça va faire 12 ans que je suis arrivée au Québec, puis je suis très heureuse ici parce que c'est une belle terre pour entreprendre. On ne se rend pas toujours compte, mais je peux vous garantir que dans certains pays, comme en France, il y a beaucoup de barrières à l'entrepreneuriat, puis je pense qu'on a la chance au Québec de pouvoir justement plus facilement entreprendre. Petite question que je vais vous lancer rapidement. J'aimerais savoir, justement, autour de vous, qui a un lien familial avec un entrepreneur. Donc, quand on dit un lien familial, ça peut être que vos parents possèdent une entreprise. Ça peut être également, est-ce que vous avez un frère ou une sœur qui a lancé son entreprise, un chum aussi qui a lancé son entreprise, ou que votre propre enfant a lancé votre entreprise. Je serais curieuse de savoir, justement, vous pouvez utiliser le chat ou également lever la main si vous le pouvez. Mais je serais intéressée parce que c'est toujours drôle de voir à quel point, là, je voyais quelques mains levées, c'est toujours drôle de voir à quel point, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme une affaire de contamination. C'est comme s'il fallait qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui se lance en entrepreneuriat pour avoir le goût. Ah, je vois là qu'il y en a plusieurs qui répondent, justement, Marie-André, mon grand frère. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir justement à quel point
c'est vraiment une affaire d'avoir des gens autour de nous qui vous parlent d'entrepreneuriat, puis que ça vous donne un peu comme la piqûre. Puis c'est un peu ça le défi souvent, c'est que tout le monde n'en entend pas toujours parler, alors que c'est une super de belle option. C'est un métier très noble, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion justement de se faire parler par quelqu'un qui l'a vécu par lui-même, ou encore justement qui souhaite se lancer. Fait que je vous invite en tout cas, si jamais vous avez de la famille, à aller les côtoyer. C'est toujours intéressant de connaître leur perspective. Moi, je vois mes oncles, c'est des spécimens, je vais le dire de même. C'est des gens qui ont beaucoup de caractère, mais qui ont une forte passion et qui sont convaincus par ce qu'ils font. Puis moi, c'est ça que je trouve touchant, en tout cas, de la part des entrepreneurs. C'est des personnes qui sont atypiques. Puis moi, j'aime les côtoyer, puis j'aime surtout les aider justement à se lancer en affaires. Bon, une fois qu'on a brisé un peu la glace, c'est ça, moi, je voulais parler un petit peu plus au niveau du cheminement. Je pense que c'était déjà bien adressé. C'est sûr qu'au-delà en fait, de la réalité entrepreneuriale, c'est sûr que moi, ce que j'apprécie aussi, je travaille chez Desjardins, c'est toute la question de l'ancrage coopératif. Donc, c'est sûr qu'il y a eu Desjardins Lab, il y a aussi eu les incubateurs universitaires, notamment également au Centec, à l'École des technologies supérieures, qui fait partie donc d'un des meilleurs qu'on puisse avoir au Québec. Puis maintenant, dans mon nouveau rôle. L'idée, c'est ça, c'est qu'on se rend compte, c'est que les institutions financières, avec les années, on se rendait compte que c'était pas nécessairement une priorité, ou en tout cas, le démarrage d'entreprise, c'était un peu vu comme à l'époque de la philanthropie. Moi, je me rappelle, là, il y a maintenant facilement 14-15 ans, quand j'étais chez Desjardins, moi, je travaillais dans les équipes ESG, environnement, social, gouvernance. Puis le volet du support à l'entrepreneuriat, c'était vraiment vu comme une responsabilité responsabilité sociale, pardon, des institutions financières, justement. Puis on avait même mis en place une campagne à l'époque avec la Caisse de dépôt et de placement et la Banque nationale et Desjardins pour inciter les jeunes à entreprendre. Donc, c'était vraiment des campagnes de notoriété pour faire connaître le métier d'entrepreneur. Puis moi, je vois là, depuis une décennie, là, on est passé complètement à autre chose. Là, c'est vraiment, on veut s'assurer d'avoir les bons produits, on veut s'assurer d'avoir les bons services, le bon canal de communication et de distribution pour bien servir les entrepreneurs en démarrage, puis même aller plus loin pour voir de quelle manière, dans chacune des institutions financières, on est capable de partager le risque. C'est vraiment une question de risque, de démarrer. Et c'est souvent quelque chose qui est difficile de rentrer dans nos systèmes de risque parce qu'on est effectivement normé. Il y a des normes comme BAL 3 par rapport à la crise financière. On ne peut pas prêter de l'argent aussi facilement que ce qu'on aurait tendance à penser. Donc, c'est vrai que parfois, je le sais, c'est vécu un petit peu comme quelque chose de confrontant pour les entrepreneurs de se dire, ben, au même titre qu'on peut acheter une maison, pourquoi moi je ne pourrais pas tout simplement avoir accès à du financement pour me lancer mon entreprise? Ben, ça nécessite souvent des garanties, puis souvent ça va être des garanties personnelles qui vont être utilisées. Donc c'est sûr que c'est pas aussi facile, il y a une prise de risque qui est importante, mais l'idée c'est vraiment de voir comment effectivement ce partage de risque peut mieux se faire entre les différentes parties prenantes. Bon, on rentre dans le vif du sujet. La question que je voulais vous poser, justement en chat, c'était de dire, ben, selon vous, ce serait quoi les 10 clés du succès? S'il y en a qui veulent justement donner un petit peu leur avis dans le chat pour... on va aborder différents sujets. C'est sûr que je vous l'ai dit, tous les sujets ne seront pas nécessairement abordés parce qu'à un moment, il fallait quand même essayer de rendre ça assez concis. Mais s'il y en a qui veulent se lancer sur, selon vous, ce serait quoi une des 10 clés du succès quand on veut se partir en affaires? Je serais curieuse justement de voir un petit peu les différents points de vue. Alors, je vois s'entourer, l'authenticité, bien s'entourer. S'entourer, c'est un gros élément, effectivement. Je vois également planifier. Ça, c'en est un gros, effectivement, du côté de Jessica. Savoir compter, oui, vous allez voir, ça en est un bon bout. C'est intéressant parce qu'effectivement, s'entourer, avoir la passion du domaine qu'on veut lancer, ça, c'est intéressant. La passion, l'expertise, la connaissance. Donc ça, c'est effectivement des éléments clés qu'il faut maîtriser et qu'il faut maîtriser à plusieurs niveaux. Fait que je vais rentrer un petit peu plus dans le vif. Maintenant il y a plusieurs éléments qui ont été identifiés. L'organisation, oui. Ça, c'est intéressant, l'organisation, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, justement, Jana, j'espère que je le prononce bien. En tout cas, c'est de dire que souvent, on voit ça un peu comme l'artiste qui se lance en affaires, puis il y a une question de feeling. Alors oui, il y a une question de feeling, c'est vrai que c'est important, là, le sixième sens, mais il y a aussi beaucoup une question de planifier. C'est pas aussi, on ira le jour, on verra comment ça va s'organiser.
Oui, il y a ce côté-là, mais c'est un des portraits des entrepreneurs qu'on peut avoir. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de portraits qui sont différents, mais bien planifié, l'air de rien, c'est quand même important pour la suite. Bon, je rentre dans le vif du sujet. Un des premiers éléments, justement, quand on parle de planification, ça va être tout ce qui va toucher la stratégie. Donc, la stratégie en tant que telle, c'est vraiment, là, vous allez voir, ma diapositive est censée arriver d'une minute à une autre. Voilà, c'est bon, on y arrive. Fait que la stratégie, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il y a des éléments qui sont importants au niveau de l'adéquation. Moi, j'entends souvent un entrepreneur qui va dire, ben, tu sens qu'il est en amour avec sa solution. Il est persuadé que sa solution là, qu'il est en train de développer, son entreprise, c'est la meilleure pour répondre à un besoin ou à un problème dans le marché. Et c'est ça l'enjeu. C'est vraiment de faire attention de ne pas tomber en amour avec votre solution, mais tomber en amour avec votre problème ou avec votre besoin. Et on parlait de curiosité, c'est ça qui est important, de se mettre à la place de votre clientèle, de comprendre comment cette clientèle fonctionne. C'est quoi ses freins, c'est quoi ses gains, c'est quoi ses peurs, qu'est-ce qui fait qu'elle va faire en sorte effectivement d'aller au-delà puis d'essayer de régler son problème ou d'adresser son besoin. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est ce qu'on appelle l'adéquation problème-solution. Donc, de faire en sorte de bien comprendre est-ce que la solution que vous développez répond réellement à un problème ou un besoin, ou est-ce qu'effectivement, il y a peut-être un équilibre à aller chercher entre les deux. Le deuxième élément aussi qu'on va souvent parler, ça va être toute la question de l'adéquation produit-marché. Fait que c'est un peu terrible, mais il y a des produits qui vont très bien fonctionner dans un marché X, Y, alors que dans un marché Z, ça ne va pas du tout fonctionner. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est lié à l'économie de l'eau. Au Québec, on ne paye pas notre eau. Fait que bâtir un modèle d'affaires qui soit rentable, une technologie ou un produit qui soit rentable en termes, par exemple, d'efficacité de consommation d'eau, c'est excessivement difficile, en fait, au Québec. C'est pas impossible, mais c'est excessivement difficile. Alors que ce même produit, cette même solution, cette même entreprise irait développer, commercialiser ça, par exemple, en Californie, en Afrique du Sud, qui ont d'énormes problèmes d'eau et pour lesquels la consommation d'eau a un certain tarif, là, ça devient rentable. Donc, c'est ça qu'on parle entre l'adéquation entre justement le produit versus le marché, c'est de se rendre compte, est-ce qu'effectivement vous êtes sur le bon marché? Est-ce que c'est le bon produit pour le marché en question? Puis après, ben, même si on est en démarrage, hein, tout ce qui est internationalisation, exportation, ben ça, c'est des choses qu'il ne faut pas se limiter. On en reparlera un petit peu plus tard, là, mais c'est important de le souligner. Le modèle d'affaires, le dernier élément, puis ça, c'est ça qu'on parlait de planifier, c'est l'adéquation avec votre modèle d'affaires. C'est vraiment important, puis je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ce qu'on appelle le modèle d'affaires, le Business Model Canvas ou le BMC. C'est vraiment une nouvelle approche qui est utilisée, que moi, je trouve qui est vraiment intéressante parce qu'elle est synthétique. Puis elle fait un peu, pour moi, c'est comme l'introduction avant le plan d'affaires. Souvent, je sais que dans le milieu financier, on disait aux entrepreneurs, ben, reviens-moi quand tu auras fait ton plan d'affaires. Puis moi, j'ai vu des plans d'affaires qui se tenaient, mais qui finalement n'avaient aucun sens par rapport au modèle d'affaires. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'abord de se poser la question à structurer son modèle d'affaires. Puis une fois que la structure du modèle d'affaires, ben, effectivement, c'est de savoir ben, c'est quoi la proposition de valeur, c'est avec quel segment de clientèle qu'on va vouloir desservir, selon quel système de distribution, est-ce que je vais le faire en virtuel, est-ce que je vais avoir un magasin. J'entends souvent des gens qui vont me dire, ben, moi j'ai décidé que j'allais chercher un financement de XY pour m'acheter une bâtisse. OK, mais pourquoi une bâtisse? Ben là, je veux absolument avoir un local pour vendre. OK, mais ton produit, est-ce que tu es obligé de le vendre dans un local ou est-ce que tu pourrais le faire en virtuel? Ah ben oui, je pourrais le faire en virtuel. OK, ben commence par le vendre en virtuel, puis après ça, effectivement, si la bâtisse a une signification, si elle te permet de ramener des ventes, ben là, tu iras chercher ton financement dans un deuxième temps. Fait que vous comprenez, là, c'est toujours d'essayer de balancer entre c'est quoi que la clientèle, elle veut, par quel système, puis en termes de structure de coûts, structure de revenus, qui sait qui vont être les partenaires, les fournisseurs. Fait que c'est toutes des choses qui doivent être interreliées pour s'assurer que le produit, le projet, il est viable, puis que surtout, au final, il est rentable, puis qu'il est désirable, en fait. Donc, l'adéquation du modèle d'affaires, elle est vraiment importante. Nous, on a travaillé justement en collaboration avec l'École des entrepreneurs du Québec pour offrir un outil donc, qui s'appelle Progea. Progea s'est développé en collaboration avec, par exemple, HEC,
la base entrepreneuriale avec Evol. Puis c'est des outils qu'on retrouve en fait maintenant dans toutes, j'allais dire les MRC, les accès entreprises de ce monde, sont formés notamment par l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, c'est des outils qui reviennent beaucoup dans le discours et dans l'évaluation et dans le développement d'un projet. Donc ça, moi, je vous invite vraiment à pouvoir partir une réflexion via un modèle d'affaires. Ça va vous permettre effectivement de regarder ce qui fait du sens, puis juste d'être très synthétique, mais au moins de mettre à plat votre idée, puis de comprendre effectivement comment elle va pouvoir s'exécuter à plus grand terme. Puis après ça, de basculer sur un plan d'affaires, puis sur des prévisions financières, ben ça, c'est effectivement la suite logique. Mais toujours commencer par un modèle d'affaires, même s'il est très synthétique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour commencer. Donc, l'adéquation, c'est vraiment effectivement la validation aussi, donc valider sur le terrain, parler avec des gens. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de bien s'entourer. Ben ça va être important d'aller chercher des gens qui vont être capables effectivement de venir challenger ou non votre idée. Après ça, la deuxième clé, et non des moindres, c'est le légal. Ce que j'appellerais un petit peu le mal nécessaire. C'est pas toujours le sujet le plus intéressant, mais c'est un sujet qui est important. Fait que la forme juridique, on n'en parle pas assez, puis je pense que dans notre société, on est très mindé automatiquement à être en entreprise individuelle, à être sous forme Inc., mais il existe d'autres formes juridiques, que ce soit la forme juridique, par exemple, des coopératives, la forme juridique aussi des organismes à but non lucratif. Et dans certains secteurs, certains domaines, notamment au niveau culturel, vous avez des grandes compagnies comme par exemple le Festival de jazz de Montréal, ou en arrière, c'est Spectra, mais c'est un organisme à but non lucratif pour aller chercher effectivement des subventions. Donc, il y a des secteurs qui sont vraiment importants de vérifier. Puis moi, je dis toujours, la forme juridique, en fait, c'est comme un habit pour habiller l'intention entrepreneuriale. Donc, c'est important de se poser des questions, effectivement, c'est quoi qui vous anime? Est-ce que vous voulez entreprendre seul? Est-ce que vous voulez entreprendre à plusieurs? Est-ce que vous voulez redonner, effectivement? Est-ce que sous certains éléments aussi, ça vous permettrait d'accéder en termes fiscaux à des avantages, à des subventions? Fait que ça, c'est des questions qui sont très importantes, notamment dans la santé aussi, je pense à ça. Je sais qu'il y a des entreprises, effectivement, qui ont développé certaines technologies, puis c'est plus facile quand on est une OEBNL, par exemple, de pouvoir appliquer sur certains appels d'offres dans le système de santé. Donc, c'est toutes des réflexions qu'il faut essayer de comprendre quand on parle de curiosité, que c'est important de comprendre exactement dans le milieu dans lequel vous allez être, sous quelle forme, effectivement, les ventes vont se faire. Puis pour ça, moi, je vous invite vraiment à consulter l'outil qui s'appelle la boussole entrepreneuriale. La boussole entrepreneuriale, ça permet justement en quelques questions de savoir c'est quoi vos ambitions, c'est quoi votre intérêt, est-ce que vous voulez être à plusieurs, votre niveau de risque. Puis ça va vous donner en fait un portrait de plusieurs formes juridiques que vous pouvez utiliser, puis avec le descriptif en fait de ces formes juridiques-là. Donc ça, c'est toujours un outil à tester. Puis il n'y a rien de pire, moi je trouve, qu'un entrepreneur qui a foncé tête baissée avec une forme juridique parce qu'on ne l'a pas conseillé pour avoir effectivement accès à avoir une décision éclairée, puis finalement se rend compte quelques mois plus tard que ce n'était pas la bonne forme juridique et qu'il doit repartir en arrière au niveau légal. La convention entre actionnaires, vous le voyez là sur la photo, c'est une belle photo de mariage, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme une façon, effectivement, quand vous êtes à plusieurs, que vous décidez de cofonder, effectivement, une entreprise, une organisation, c'est littéralement, en fait, c'est votre contrat de mariage. Puis malheureusement, j'ai vu beaucoup d'entreprises, effectivement, qui étaient en démarrage, qui ont implosé parce que les actionnaires, les cofondateurs entre eux, ne s'étaient pas entendus sur telle ou telle responsabilité, tel élément. Fait que c'est comme pour tout, là, un mariage, c'est sûr que vous êtes pas, ça vous tente pas nécessairement de rédiger un contrat de mariage sur ce qui va mal se passer, mais c'est important parce que ça permet de fixer, en fait, les attentes de tout le monde. Puis ça fait en sorte que quand vous avez, et ça permet d'avoir des conversations aussi quand vous avez plusieurs cofondateurs, actionnaires autour de la table, de dire, s'il se passe ça, mettons, je vous donne un exemple. Un entrepreneur qui décide de partir une affaire quand ils sont aux études, notamment avec 2 ou 3 autres étudiants, ça devient une entreprise finalement à 3 ou 4. Puis là, la personne qui a vraiment l'expertise technique, finalement, elle décide après être diplômée, de dire, moi, finalement, ça me tente plus tant que ça d'entreprendre.
ben là, est-ce qu'il y a-t-il une sortie? Y a-t-il des conditions de rachat de ces actions? Comment vont faire les autres pour combler l'expertise manquante? C'est toutes des questions qui sont vraiment importantes. Puis, il y a des conventions entre actionnaires qui existent à ces types. Nous, on travaille avec Scripta Légal. Scripta Légal, en fait, offre une formule justement pour le démarrage d'entreprise. Puis, il y a une convention entre actionnaires à ces types qui permet effectivement, si vous n'avez pas les moyens, parce que j'entends souvent, c'est sûr, légal, il y a les petits dollars en arrière, on dit, ouais, n'empêche que quand tu commences, tu n'as pas l'argent pour aller voir un avocat. Ben, tu as des organisations comme Scripta Légal qui prennent en charge l'incorporation puis la convention entre actionnaires dans des coûts qui sont quand même assez modiques et qui valent plus, je vous dirais, en termes de coûts. Ça vaut la peine d'investir, ça va vous permettre en fait de faire en sorte que vous allez avoir des bases solides. C'est des fondations solides en fait pour bâtir une maison. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Pareil pour les ententes contractuelles. J'ai vu aussi quelques histoires d'horreur avec soit des fournisseurs, soit avec des clients, où les choses n'avaient pas été très campées, notamment là en ce moment, vous le savez, la loi 25 par rapport à la protection des renseignements des données personnelles. Moi, je le vis dans des dossiers chez Desjardins, c'est excessivement sensible, il y a beaucoup de changements à mettre sur pied. Là, c'est important de s'assurer, avez-vous demandé votre consentement auprès du client pour pouvoir justement le contacter par la suite? Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous êtes déjà en non-conformité envers la loi. Et ça, il y en a dans plusieurs secteurs. Fait que là, de s'assurer effectivement que les ententes contractuelles incluent un certain nombre de choses, notamment au niveau de la propriété intellectuelle dans certains cas, les données, qui sont des éléments clés. Ben, encore une fois, sans avoir recours à un avocat qui va vous coûter des mille et des mille, vous pouvez avoir accès, par exemple, avec Scripta Légal, encore une fois, avec des ententes qui sont sur mesure, qui sont des bases. Après, c'est sûr que si vous voulez davantage rajouter des choses, ben, il y a un coût supplémentaire, mais au moins, ça vous donne effectivement, j'allais dire, le minimum syndical pour justement éviter les poursuites ou quoi. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur le volet légal. Si jamais, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat en arrière. Là, je vois aussi Christine qui rebondit effectivement sur le modèle d'affaires qui est effectivement essentiel pour y voir clair rapidement. Je ne pourrais pas dire mieux. Fait qu'après le volet légal, le dossier sur lequel souvent, quand vous cognez à votre institution financière, vous venez nous voir, ben, c'est la partie financement. Et je dirais que le financement, c'est la partie la plus crunchy. Pourquoi? C'est que de base, ben, les connaissances financières, de manière générale, on n'a pas nécessairement des connaissances financières qui sont très, je veux dire, qui sont très grandes. T'sais. Moi, la première, par rapport à, effectivement, j'allais dire, en tant que citoyenne, ben, je ne peux pas dire qu'effectivement, j'ai des connaissances qui soient très élevées en littératie financière. J'ai une base, mais là, vous rajoutez la complexité avec une entreprise. Si vous n'avez pas fait effectivement des formations comptables ou si vous n'avez pas fait de formation au niveau administration des affaires, ben, c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile, je dirais, de pouvoir acquérir ces connaissances financières-là. C'est vrai que c'est important de pouvoir, si vous avez des gens autour de vous, des comptables ou des personnes qui peuvent vous aiguiller, mais c'est aussi important, je vous dirais, pour vous en tant qu'entrepreneur, de connaître les bases minimum à savoir au niveau des ratios financiers, tout ça, de maîtriser un minimum, d'être capable de lire au moins en diagonale vos états financiers. Parce qu'il y a des histoires, effectivement, comme Dominique Gagnon de Connect & Go qui racontait notamment dans les incubateurs qu'il s'était fait frauder par sa comptable. Il s'était fait frauder quasiment, je pense, des sommes équivalentes à plus d'1 million. Et s'il avait eu, effectivement, puis il regrette en disant si j'avais su lire, si j'avais pu connaître, effectivement, les aspects comptables de base, ça aurait pu être évité. Donc, sans dire que vous devez devenir un spécialiste de toute la comptabilité, des connaissances de base, c'est quand même intéressant, je vous dirais, de ce côté-là. Puis, il existe aussi, encore une fois, avec l'École des entrepreneurs du Québec, il y a un outil qui s'appelle Prévisio et qui permet de pouvoir justement établir des prévisions financières ou des projections financières avec des ratios types qu'on va retrouver. Pour tout ce qui est le financement 360 degrés, c'est ça. Moi, ce que je l'appelle le financement 360 degrés, c'est que souvent, on pense que dans les outils financiers, ça se limite à avoir une carte de crédit, avoir une marge de crédit ou avoir un prêt à terme. Ça dépend toujours du besoin. C'est sûr que la carte de crédit au niveau entreprise, elle est importante effectivement pour des opérations, j'allais dire des paiements courants du quotidien. Pareil pour une marge de crédit. Puis un prêt à terme,
Ça dépend toujours. Un prêt à terme, c'est certaines utilisations qui vont être intéressantes, effectivement, quand on va acheter de l'équipement, quand on va acheter effectivement de l'immobilier, ce genre de choses. Mais parfois, la marge de crédit peut être aussi très intéressante. En complément à ça, pour commencer, souvent, on parle aussi de la mise de fonds. C'est sûr que les financiers, quand on voit qu'un entrepreneur a mis un minimum de mise de fonds dans son entreprise ou dans le projet de démarrage, ça donne une idée du sérieux qui est en arrière. Donc, nous, c'est un peu un genre de flag. Si on voit qu'il n'y a pas nécessairement de mise de fonds, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sérieuse, mais c'est sûr qu'il va y avoir ce doute-là en se disant, bon, il n'y a pas de mise de fonds, est-ce que cette personne y croit réellement? Il y a toujours un questionnement qui peut se poser en arrière-plan. Puis la mise de fonds, quand on a plusieurs, l'avantage aussi, c'est qu'elle est plus importante. Après ça, on peut retrouver effectivement les subventions. Donc là, vous allez me dire, les subventions, il y en a au municipal, il y en a au provincial, il y en a au fédéral, dans différents organismes. C'est assez compliqué à mettre justement la main dessus. Mais encore une fois, il existe des organismes comme Fondica, avec qui nous on travaille, qui permet justement, en fonction, vous rentrez donc quelques critères au niveau de votre entreprise, le secteur d'activité, où elle se trouve, sa forme juridique, etc. Puis c'est une technologie avec l'intelligence artificielle qui permet d'identifier en fait plusieurs subventions ou en tout cas financements publics qui peuvent être disponibilisés donc, pour votre entreprise. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur toutes les subventions qui existent parce que je pense que j'avais regardé une étude au niveau, je pense, du Canada. On était en fait un des pays avec le plus de subventions, notamment dans l'innovation. Donc, surtout si vous œuvrez dans l'innovation, il y a beaucoup, beaucoup de subventions. Après, on ne se cachera pas que quand vous n'êtes pas dans l'innovation, les subventions sont quand même moins intéressantes, mais il y en a vraiment dans tous les domaines. Il y en a parfois sur la traduction, il y en a qui vont toucher effectivement sur les données, la transformation numérique, la digitalisation, la cybersécurité, tout ce qui est main-d'œuvre aussi. Sincèrement, il y en a vraiment pour tous les secteurs. Fait que c'est juste le temps de fouiller, de regarder un petit peu ce qui pourrait être utilisé de votre côté. Puis pour les subventions aussi, encore une fois, pour le volet peut-être plus start-up, innovation, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a certaines subventions qui sont uniquement accessibles dans ce secteur-là si vous êtes accompagné par un incubateur et un accélérateur. Donc pour donner l'exemple, par exemple, de ce qu'on appelle les bons d'incubation. Les bons d'incubation, c'est pour des startups justement qui sont vraiment dans les premières phases de démarrage, qui sont dans les étapes de pré-commercialisation. On parle d'une subvention jusqu'à 40 000 $ pour les secteurs, effectivement, transversaux. Puis dans le secteur des sciences de la vie, ça peut monter jusqu'à 70 000 $. Mais ça, par exemple, si vous n'êtes pas accompagné par un incubateur accélérateur, vous ne pouvez pas appliquer à ces programmes-là. C'est une façon aussi de s'assurer que l'argent est utilisé auprès d'entreprises qui vont aller chercher de l'aide. Et donc, c'est une forme de démonstration de sérieux également qui est faite de votre côté. Un autre élément qu'on entend parler un peu, mais plus au niveau communautaire et pourtant qui peut être aussi utilisé pour une entreprise privée, c'est le financement participatif. Donc, avec la ruche, par exemple, vous avez accès à la possibilité de pouvoir lancer une campagne de financement participatif. Alors oui, ça ne s'applique pas toujours à toutes les entreprises et à tous les modèles, on s'entend. Donc, il faut vraiment faire le travail de vérifier si c'est intéressant pour vous. Mais dans des régions où il n'y a pas toujours accès à certains services, où il y a un besoin aussi de la population, de la clientèle pour certains produits, c'est une façon de, un, valider votre marché, puis de deux, accéder à du financement à taux d'intérêt zéro. Donc, puis vous ne le remboursez pas, c'est de l'argent littéralement que les gens vous donnent. Donc, c'est une belle manière aussi d'aller voir après votre financier en disant, regardez, moi, j'ai réussi à faire une campagne de financement réussie. J'ai effectivement tel marché, puis je vais chercher ça comme mise de fonds. Donc, ça peut être aussi intéressant pour être utilisé comme mise de fonds. Donc, ça, je vous invite vraiment à regarder, surtout que maintenant, il y a des programmes aussi qui permettent d'appareiller. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire quand on parle d'appariement? C'est que, mettons, pour 1 $ que vous levez, par exemple, avec la ruche, vous allez avoir des fonds, par exemple, là, il y en a un sur de Rossi Québec, sur tout ce qui touche l'économie circulaire. Si votre campagne elle est réussie, vous allez recevoir, par exemple, si vous avez levé 40 000 $, vous allez recevoir peut-être 1 $ de plus pour chaque dollar, donc ça peut monter jusqu'à 80 000 $. Donc, encore une fois, c'est à se renseigner, mais il y a aussi des séances d'information qui sont justement disponibles si jamais vous voulez regarder les possibilités. Puis la ruche, c'est désormais dans toutes les régions. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Après ça, on retrouve aussi les bourses. Donc, il y a aussi beaucoup de bourses qui peuvent être disponibles. Nous, chez Desjardins, on a ce qu'on appelle le coopératon, d'ailleurs, qui va être lancé en novembre pour la nouvelle édition. Donc, c'est sur une problématique XY, par exemple, en lien avec les chaînes d'approvisionnement, comment recréer des chaînes d'approvisionnement au niveau local. Si vous gagnez effectivement cette compétition-là, vous avez accès à des bourses qui peuvent aller de 5 000 à 20 000 dollars. Donc, c'est aussi de l'argent, encore une fois, qui permet d'être gagné facilement et qui vous permet de vous faire connaître. Puis il y a également en ce moment, il y a Startup Montréal d'ailleurs, s'il y a des entreprises dans le domaine plus de l'innovation à Montréal qui lancent leur appel à candidature donc pour le prix, les 20 révélations donc 2024. Donc je vous invite à appliquer ces 20 000 dollars de bourse, puis accès à un réseau, puis effectivement à des experts. Donc ça fait le tour. Pour finir, il y a peut-être le volet investissement. Donc on parle, quand je vous ai parlé de prêt à terme, tout ça, c'est souvent donc, ce qu'on appelle une forme de prêt. De l'investissement, effectivement, c'est quand il y a une prise de participation. Il y a des réseaux comme Ange Québec qui existent. Donc, c'est des gens fortunés qui, effectivement, permettent, en donnant de l'argent, effectivement, en investissant, donc ils ne donnent pas, ils investissent en contrepartie d'une propriété d'une entreprise, de pouvoir aider une entreprise à justement lever des fonds. Donc, ça, c'est vraiment un tout autre levier financier qu'on peut retrouver sur le marché. C'est beaucoup du capital de risque. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très peu de modèles qui vont pouvoir justement appliquer à ce genre d'initiative. Mais encore une fois, on retrouve des initiatives avec des systèmes d'appariement, donc avec, par exemple, le fonds d'impulsion PME d'Investissement Québec. Donc, par exemple, jusqu'à hauteur, je pense, de 250 000 dollars qui sont levés soit avec des fonds de capital de risque qu'on appelle des fonds de pré-amorçage ou des fonds d'amorçage, ou avec Ange Québec, par exemple. Vous avez la possibilité d'avoir 1 dollar supplémentaire pour chaque dollar, donc de la part d'Investissement Québec avec le fonds Impulsion PME. Donc, 250 000 dollars peut se transformer en 500 000 dollars. C'est quand même intéressant si on regarde tout ce qui est possible d'aller chercher au niveau du financement 360 degrés. Puis là, je pense qu'il va falloir que j'aille un peu plus vite sur la suite parce qu'il nous reste encore quand même plusieurs clés à passer. Fait que pour la comptabilité, encore une fois, je pense que les bases d'une saine comptabilité, elles sont vraiment essentielles. Puis je sais que c'est pas toujours évident, justement, des états de compte à mettre sur pied. Donc, encore une fois, je vous redirigerai vers, effectivement, Prévisio de l'École des entrepreneurs du Québec qui permet justement de bâtir des prévisions financières ou des projections financières dans les premiers temps. Puis aussi par rapport aux KPIs, donc vraiment, il y a des indicateurs souvent clés. Il y en a plusieurs, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle le coût d'acquisition client, le CAC. Ça, c'est important parce que parfois, on va mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, mettons, sur de la publicité, par exemple, sur les médias sociaux, sur de la publicité, par exemple, à la radio. Mais concrètement, combien est-ce que ça va vous rapporter pour chaque client acquis? Ça, c'est important de le calculer. Donc, quand on parle de planifier, de bien compter, d'avoir des ratios comme ça pour être sûr que vous avez les bons outils de communication, puis surtout que ça vous rapporte des clients. Après ça, il y a aussi ce qu'on va retrouver, le lifetime value, aussi au niveau de la valeur, effectivement, la durée de la clientèle. Est-ce que c'est un entrepreneur qui va venir qu'une fois? Est-ce que c'est un entrepreneur, effectivement, qui va venir plusieurs fois? Ça, c'est important. Le retour sur investissement, le ROI, ça, pareil, quand vous faites des investissements, des immobilisations, tout ça, c'est important de le considérer dans votre modèle. On a aussi tout ce qui va être le MRR. Donc ça, c'est le Monthly Recurrent Revenue. Donc là, c'est effectivement, c'est de calculer votre revenu mensuel récurrent. Parce qu'il y a des formules, effectivement, dans certaines, surtout là, dont on parle de modèles SaaS. L'objectif, c'est ça, c'est d'avoir des modèles qui vont des revenus qui vont être récurrents. Un autre exemple aussi, on entend beaucoup parler avec les publicités qu'on fait en ce moment avec Desjardins Entreprises, c'est notamment les fermes Loufa. Donc, vous vous abonnez effectivement à des paniers une fois par mois, puis vous avez la possibilité de l'annuler, par exemple. Mais il y a un genre de revenu récurrent pour l'organisation, effectivement, qui se met sur pied. Puis après ça, un dernier indicateur clé, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS, qu'on retrouve effectivement. Ça, le taux net de recommandation, le TNR, ça, c'est une façon aussi de savoir est-ce que vous avez des clients qui sont contents, est-ce que c'est des promoteurs, est-ce qu'au contraire, c'est des gens effectivement qui sont passifs ou est-ce que c'est des détracteurs. Donc, de mesurer aussi la qualité de service, ça, c'est vraiment important parce qu'on le dit souvent, là,
un client qui n'est pas content, là, il en parle beaucoup plus qu'un client content. Puis ça, c'est quelque chose que vous voulez suivre aussi dans la qualité de service. C'est pas vous avez tout donné pour avoir un client, puis au bout de la ligne, il a acheté de quoi, puis après, finalement, vous le perdez. Là. Ce client-là, vous voulez le rendre heureux, puis au maximum, et tout le long de sa relation pour qu'il en parle autour de lui et qu'il puisse aussi vous ramener de nouveaux clients. Pour la suite, au niveau du marketing, n'hésitez pas aussi s'il y a des questions dans le chat. Je ne les vois pas toutes, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à les remonter, sinon on se prendra un moment à la fin parce que je sais que je vous envoie beaucoup d'informations. La 5e clé, c'est au niveau du marketing. Donc, ça a l'air de rien, mais l'image de marque est importante. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'effectivement, c'est autant au niveau perso que corpo, parce que quand vous êtes un entrepreneur et que vous fondez votre entreprise, la séparation, la différence entre vous et l'entreprise n'est pas toujours très grande. Fait que souvent, vous allez être associés. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, que vous êtes un peu votre entreprise quand vous êtes effectivement un fondateur ou que vous êtes plusieurs fondateurs. Fait qu'à partir de ce moment-là, tous les gestes que vous allez poser dans la vie publique vont avoir des répercussions sur votre entreprise. Donc, c'est important effectivement de savoir effectivement que c'est un des éléments qui va être considéré. Puis, je vous inviterai effectivement à penser effectivement tout ce qui est notamment au niveau des logos, de savoir que, tu sais, ça a l'air bête, mais on a des outils comme Canva, justement, qui permet de pouvoir créer des logos assez facilement. Une page web qui a la même image. Donc, d'avoir, quand on parle d'image de marque aussi, c'est au niveau... C'est comme une façon de pouvoir vous faire repérer rapidement. Donc, savoir que c'est telle couleur. Donc, nous, chez Desjardins, ben, c'est le vert, c'est le petit losange. Vous voyez, c'est le genre de choses qui permet de rapidement se rappeler qu'en arrière-plan, effectivement, vous allez pouvoir retrouver telle entreprise. Puis pour que ce soit un minimum sérieux, moi, c'est vrai que j'ai tendance à juger. Je vais aller voir sur le site web. Ouais, et quand le site web, il fait un petit peu, effectivement, un petit peu, bon, ben, je dirais pas toujours au goût du jour. C'est sûr que ça donne pas envie et on se dit: «Bon, ben, c'est-tu sérieux?» Puis après, je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui a ces compétences-là. Moi, c'est parce que j'ai reçu une formation en administration des affaires avec un volet marketing, donc j'y porte une attention plus particulière. Mais même vos clients, c'est sûr qu'ils vont se dire: «Bon, ben, je sais pas, vous êtes une boulangerie, puis là, le logo, il a pas l'air trop de ça, la devanture, elle a pas l'air incroyable. Est-ce que ça vous donne le goût de rentrer dedans? Non, même si au final, c'est bon à l'intérieur.» Donc, vous voyez, c'est vraiment des éléments qu'il faut toujours considérer. Donc, vraiment de penser à ça brièvement, sans nécessairement mettre beaucoup d'argent, mais d'avoir quelque chose qui soit soigné. Puis, ce que je dis souvent, c'est s'il vous plaît, évitez l'effet arc-en-ciel. Les codes de couleur pour une image de marque, ben, vous en avez 2, 3 max, là, pas 4, 5. Là. Fait que ça, c'est important aussi d'avoir, effectivement, quand vous êtes en contact clientèle, autant dans le B2B, donc ça, c'est vraiment entreprise à entreprise, que dans le B2C, donc entreprise à client final. C'est important de soigner un minimum son image de marque pour parfois avoir l'air peut-être plus gros que le bœuf, là, comme on donne l'expression. Donc, donner cette impression que vous êtes peut-être une entreprise en démarrage, mais finalement, ça a l'air classe, puis lean en arrière par rapport à ce que vous proposez. La landing page. Pareil, ça, on pense souvent à un gros site web compliqué. Non, non, une landing page, l'objectif, c'est des ventes ou d'aller chercher de la donnée de prospects. Donc ça, c'est un call to action en haut à droite, super clair. Vous présentez les grandes lignes de l'entreprise, c'est quoi le produit que vous vendez, puis l'objectif, c'est faire en sorte d'avoir des ventes ou d'aller chercher de la donnée pour transformer des prospects en clients finaux. Donc ça aussi, c'est un des éléments pour moi qui est essentiel. C'est comme votre vitrine sur le monde. C'est au moins une présence virtuelle qui est importante à avoir. Pas besoin de mettre beaucoup d'argent, encore une fois, il y en existe pour faire des landing pages assez simples, pas trop chers au bout de la ligne. Puis les médias sociaux. Un minimum de présence. Après, c'est sûr que je vous encourage à avoir une réflexion sur les médias sociaux. Si vous ne visez pas la clientèle jeune, bon, ben, je ne vois pas trop l'intérêt, par exemple, d'aller sur Instagram dans certains cas. Il y en a où ça peut être intéressant, mais c'est sûr que, regardez, si vous visez, par exemple, une clientèle d'aînés, Instagram ne sera pas du tout le bon canal. Mais quoi qu'il arrive, d'avoir une présence sur LinkedIn où vous avez votre profil de propriétaire, vous présentez l'entreprise avec l'expertise qui est en arrière pour venir présenter le sérieux, ça, c'est vraiment une base, justement, de reconnaissance à avoir sur la plateforme web, en tout cas. Donc ça fait le tour pour tout ce qui touche effectivement le marketing, mais il y en a bien d'autres que je pourrais nommer.
Après ça, on va rentrer vraiment dans les ventes. Donc, une fois que vous avez créé cette notoriété au niveau de l'image de votre entreprise, que les gens sachent que ça existe, l'idée, c'est de transformer ça justement en vente. Et pour ça, il y a vraiment des concepts comme le funnel de vente, d'essayer de comprendre, OK, mais mon client, mon prospect, il rentre par quelle porte? C'est-tu en virtuel? C'est-tu en physique? Si c'est en physique, est-ce que je fais de la publicité? Est-ce que je rentre une manière, effectivement, de l'intégrer dans mes systèmes? Donc, le funnel de vente, c'est vraiment une réflexion à très haut niveau de c'est quoi votre stratégie, finalement, de vente? Comment vous allez chercher votre prospect pour le transformer en client? Puis, c'est quoi les étapes que vous allez mettre sur pied? Est-ce que ça va être des appels téléphoniques? Ça va être des entrevues? Puis surtout, qu'est-ce qui va être le plus rentable à terme comme initiative? Le deuxième point, ça va être tout ce qui va toucher le CRM. Donc, on en parle. Encore une fois, c'est pas obligé que ce soit cher et dispendieux, là. Un CRM, ça peut être effectivement tout simplement un bon vieux fichier Excel pour commencer, ou au moins vous avez un minimum d'informations. Ce qu'on veut savoir, c'est qui votre client. Est-ce qu'effectivement, il est à quel âge? Es-tu un homme, une femme? Il est dans quelle zone géographique? Est-ce qu'il est-tu à 2 km de chez vous? Est-ce qu'au contraire, il est aux quatre coins du monde? C'est quoi ses intérêts? C'est quoi son panier moyen? C'est toutes des informations, en fait, qui vous permettent un petit peu de tracer c'est qui votre client, puis au final, effectivement, combien ça vous a coûté au bout de la ligne aussi, puis est-ce qu'il y a une récurrence dans ses préférences? Quel type? Encore une fois, je vais prendre l'exemple des fermes Loufa. Là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité. Vous avez compris, je suis une cliente. Et qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui permettait maintenant, avant, j'avais un panier de base de 15$, puis je choisissais jamais ce que je voulais, mettons. Puis après ça, je pouvais forcément ajouter des petites options. Mais là, avec leur CRM, maintenant, ils sont capables de me proposer un panier de la valeur moyenne de mes achats passés en fonction de mes préférences passées. C'est exactement ça que vous voulez avec un système CRM, c'est de pouvoir affiner finalement votre proposition de valeur et les produits que vous allez développer pour la suite et pour justement la croissance de votre entreprise. Puis suivre surtout qui sont vos clients, quitte à leur envoyer quelques communications. Mais faites attention d'ailleurs sur les communications parce que, encore une fois, ça prend un consentement avec la loi 25 pour être capable de contacter vos clients par la suite. La rentabilité aussi est importante. Je vois parfois des cycles de vente qui vont être très longs dans le domaine du B2B. Donc, le temps de prendre rendez-vous, par exemple, avec une institution. Moi, souvent, les entrepreneurs vont voir les startups en pensant que Desjardins, c'est l'Eldorado pour aller vendre sa solution. Puis, en fait, je leur dis bien au contraire. C'est vraiment pas l'Eldorado. Au contraire, c'est très lent. Donc, ta rentabilité, ça t'aura pris, mettons, 6 mois à avoir peut-être un premier contact, un premier rendez-vous. Puis après ça, ça t'aura pris, mettons, 6 mois de plus pour passer à travers le processus de sécurité, pour finalement attendre 1 an pour pouvoir appliquer sur un appel d'offres, peut-être sur invitation. Fait que là, tu auras pris 12 mois, mettons, pour potentiellement ou pas être capable de rentrer chez Desjardins. Fait qu'en termes de rentabilité, c'est super cher. Là, on n'est pas capable de dire qu'effectivement, ça vaille la peine. Fait qu'aussi de mieux cibler dans sa clientèle qui qu'on vise, je pense que c'est important pour s'assurer aussi de ne pas perdre son énergie avec des clients qui correspondent. Oui, Sandrine, une petite question. J'ai vu pour le replay, vous allez pouvoir accéder effectivement, je pense, à l'enregistrement par la suite. Vous inquiétez pas. Donc, vraiment, la question de la rentabilité, là, elle doit être systématique dans les ventes. Pour revenir après sur un autre point qui, moi, me tient à cœur, c'est la question de la santé. Fait que, entrepreneur, fonder une entreprise en démarrage, surtout, là, je dirais que vous êtes tellement... il y a tellement de stress. Il faut être sur tous les fronts, il faut devoir gérer beaucoup d'incertitudes. C'est sûr que le niveau de stress il est excessivement élevé. Puis pour ça, là, une entreprise en santé, ça prend avant tout, effectivement, des êtres humains en santé en arrière-plan, puis autant physique que sur le point de vue mental. Donc pour moi, le physique, c'est d'être capable aussi de pouvoir bien manger, bien dormir, de pouvoir effectivement avoir une forme de bien-être, mais aussi au niveau du mental. C'est pour ça que je trouve ça super important, des initiatives comme Réseau Mentorat, où là, il y a vraiment du mentorat entre pairs, parce qu'on ne va pas se cacher. Vous vivez une réalité, les entrepreneurs, que souvent, je trouve que seuls les entrepreneurs... Je veux dire, quand il s'agit effectivement, parce que vous avez des pertes, de négociations pour justement une annuelle,
ça reste que c'est difficile sur le moral, puis ça reste que votre blonde, votre chum, vos amis ne sont pas nécessairement toujours les meilleures personnes pour vous soutenir. Donc, moi, je pense que vraiment, de pouvoir avoir des pairs avec lesquels on peut justement se vider le cœur, essayer juste parfois d'en parler, puis d'avoir quelqu'un qui a vécu ça, ben, moi, je pense que c'est vraiment précieux. Et puis, l'autre élément, c'est sûr que la santé mentale, en arrière-plan, elle prend un coup quand on n'est pas capable de pouvoir se livrer, puis de pouvoir justement trouver des solutions. Puis il y a des super belles initiatives. Je vois le Parachute à Québec qui visait justement à aider des startups, parce qu'on ne se cachera pas que dans le domaine de l'innovation, quand on parle de lever des fonds de plusieurs millions, le niveau de stress est à des niveaux encore plus élevés, parce que là, effectivement, il y a une pression des investisseurs en arrière qui est quand même très importante à devoir manager sur le long terme. Et avec beaucoup de rentabilité en arrière. Donc là, c'est le fun. Le gouvernement du Québec a lancé un appel à projet pour justement financer des initiatives en santé mentale. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir sur le marché, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et ça, c'est vraiment un des éléments qui serait important, effectivement. Il y a Renaissance, quand même, si je ne dis pas de bêtises, qui offre des services, notamment pour les entrepreneurs, mais spécifiques, et effectivement, je pense qu'il y en aurait, s'en prendrait davantage. Je vois qu'il nous reste encore un petit 15 minutes, fait qu'il nous reste encore 2 clés. Puis après, on pourra passer à la période, effectivement, des questions. Pour le volet ESG, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers, mais quand on dit ESG, donc c'est vraiment environnement, social et gouvernance. C'est vraiment des éléments qui sont importants aussi à considérer, surtout quand on lance une entreprise en 2023, que le monde est en profonde transformation avec des changements climatiques qui mettent à mal toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc, autant pour sa stratégie, j'allais dire d'acquisition au niveau des produits, des matières premières, des fournisseurs avec lesquels vous travaillez, les réseaux de distribution, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Le premier élément, c'est la gouvernance. Puis ça, j'en parle beaucoup parce que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on priorise au début. Mais avoir une bonne gouvernance, c'est pas simplement gérer ses affaires, c'est aussi d'être capable de s'entourer. On parle encore de cette capacité à s'entourer. C'est de s'entourer de personnes qui sont complètement à l'extérieur de votre vie, de votre entreprise, pour mettre sur place, en fait, ce qu'on appellerait un comité consultatif ou un comité aviseur. C'est un peu comme la première étape à un conseil d'administration, à la différence que il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'obligation légale. Donc, vous ne pouvez pas être tenu responsable si vous êtes membre d'un comité consultatif pour les pertes de l'entreprise en question. Mais c'est plus d'avoir un espèce de, j'appellerais ça comme un phare qui vous permet de vous éclairer dans la nuit quand il y a bien du brouillard, puis si vous ne savez pas toujours dans quel sens l'entreprise doit aller. Donc, c'est des gens qui sont vraiment là pour vous aiguiller. L'idée, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'expertise au niveau, par exemple, des marchés internationaux dans un domaine comme le manufacturier, ce serait d'aller chercher quelqu'un qui a une expertise, effectivement, dans le manufacturier, puis une autre personne qui a une expérience, effectivement, dans les marchés à l'international. Donc, c'est des gens qui vont compléter votre expertise et qui vont être là, mettons, l'idée, alors vous pouvez fixer, en fait, la fréquence à laquelle vous les rencontrez, mais je dirais que globalement, c'est des gens que vous ne rencontrez pas plus que 2 ou 3 fois par année sur des thèmes très spécifiques, en leur disant, vous leur arrivez avec des questionnements, des réflexions, puis vous les mettez à contribution. Alors, il n'y a pas d'obligation de les rémunérer, ces gens-là. C'est sûr qu'on retrouve plus ce concept-là, effectivement, après ça, pour des entreprises type, effectivement, dans le milieu de l'innovation. Mais vous serez surpris de voir à quel point les gens veulent redonner. Donc, des entrepreneurs ou des personnes aguerries. Puis la meilleure façon, en fait, de les identifier, de un, c'est de vous rendre compte qu'est-ce qui manque comme profil de compétences dans votre entreprise pour bien vous entourer. Puis de deux, après, de pouvoir aller chercher sur LinkedIn en fonction de ces profils-là par secteur d'activité ou par expertise. Puis vraiment de faire des call-calls, d'aller voir les gens très ouvertement. Parce que le but du jeu, là, c'est pas d'avoir votre oncle, votre tante ou le cousin ou la cousine. C'est vraiment d'avoir des gens qui vont vous amener des perspectives qui vont être complètement différentes. Et pour ça, il faut oser de se faire challenger. Et ça, par contre, c'est pas évident. Mais si vous voulez vraiment surpasser puis aller au-delà de tout ça, c'est vraiment une option qui peut être intéressante. Puis ça peut être un premier pas dans certains cas pour des formes de gouvernance qui sont plus abouties, comme les conseils d'administration et qui souvent vont être imposés par certains investisseurs si vous êtes dans des croissances effectivement plus importantes. Le dernier élément, c'est toute la question de l'impact.
Donc, c'est très important, en fait, de pouvoir valoriser. Qu'est-ce qu'on veut dire par impact? Donc, c'est toute votre performance extra-financière. Donc, autant ce que vous allez faire d'un point de vue environnemental que d'un point de vue social, que d'un point de vue de votre gouvernance. Donc ça, puis ça, c'est le valoriser auprès de toutes vos parties prenantes. Autant votre financier, qui va être impressionné de voir à quel point vous êtes avancé dans la réflexion, dans le démarrage de votre entreprise et que vous savez vous entourer, autant effectivement auprès de vos clients, de démontrer que vous avez des pratiques, par exemple, en ressources humaines. Il y a une compagnie qui s'appelle Teddy, qui offre une start-up qui offre des super beaux services, justement, d'avantages sociaux pour des employeurs qui n'ont pas toujours les moyens, mettons, d'avoir des grosses assurances collectives. Ben ça peut être d'autres façons donc de l'amener, de le mettre de l'avant. Puis également, tout ce qui est la question des clients. Vous savez, de nos jours, un client, il aime savoir effectivement que l'entreprise qu'il achète n'est pas en train de nuire à l'environnement ou en train de contribuer au changement climatique. Donc ça aussi, ça peut être un angle. Attention quand même au greenwashing, au social washing, dans les deux cas. Ça peut être nuisible, mais encore une fois, si vous le faites intelligemment, puis l'objectif, c'est que vous mettrez réellement de l'avant ce que vous faites, c'est toujours louable. Puis dites-vous qu'il y a juste ceux qui n'essayent pas qui ne se trompent pas. C'est toujours une approche. Mais le volet ESG, c'est définitivement de plus en plus quelque chose, quand on regarde, nous, on a une équipe financement durable qui a été créée pour accompagner justement l'entièreté de nos directeurs de compte et nos membres clients dans la transition, effectivement, qu'on vit présentement, parce que c'est vraiment un enjeu de risque qu'on retrouve. Donc, je vous encourage en 2023 à pouvoir mettre les bons gestes. Puis encore une fois, on a des investisseurs, même du côté de la BDC, qui exigent maintenant que dans les startups dans lesquelles elles investissent, les fonds soient capables d'avoir de la reddition de compte au niveau ESG. Donc, ce n'est pas un mouvement de mode, c'est littéralement quelque chose qui va s'intégrer. Petit warning quand même que je vous invite à garder, c'est de garder en tête qu'il y a la question de la matérialité. Qu'est-ce qu'on veut dire par matérialité? C'est que, par exemple, si votre service est un service avant tout de transport parce que vous distribuez beaucoup de marchandises, c'est sûr que la consommation d'eau, c'est pas qu'elle n'est pas importante en arrière-plan, mais probablement que la matérialité première, ça va être les gaz à effet de serre liés au transport. Donc, vous aurez une attention plus importante à mettre sur le transport que, mettons, peut-être la gestion des matières résiduelles dans vos espaces de cuisine pour les 5 employés que vous aurez. Donc, vous comprenez, là, c'est toujours une question de logique, là. Ce sur quoi vos activités vont avoir le plus d'impact négatif au niveau environnemental et social, c'est là-dessus. Il va falloir que vous travailliez. Puis après, il y a les nice to have, là, mais ça, faites attention parce que c'est pas nécessairement, c'est comme la base, mettons. Fait que c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir rayonner tant que ça. Puis on arrive effectivement sur l'avant-dernier. On en a un peu parlé, mais le volet des ressources humaines est quand même quelque chose d'important à considérer. Donc là, je vous en ai parlé, la question des cofondateurs, donc cofonder avec un ou plusieurs partenaires, ça, sincèrement, ça vous permet de diminuer le risque de façon vraiment importante, d'avoir accès à une meilleure mise de fonds, d'avoir plus d'expertise, plus de connaissances autour de la table. Le mieux, c'est quand même de s'entourer de quelqu'un qui vous complète. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je valorise énormément. Et puis, je pense qu'avec les études qui sont sorties, on retrouve cette tendance-là. Après ça, c'est sûr, il y a toute la question de partager les valeurs. Donc, c'est sûr de pouvoir partager la valeur, excusez. Ça, on en parle, mais dans un contexte actuel où les emplois sont quand même, les salaires sont assez élevés, c'est difficile de pouvoir recruter. Parfois, une façon de bien s'entourer aussi d'employés de qualité, c'est de pouvoir offrir aussi un partage de valeurs. Donc, soit avec des stock options, surtout dans le domaine plus start-up où on va retrouver effectivement. Donc, c'est la possibilité de donner des options qui vont valoir plus cher auprès des employés qui, à un instant T, ne valent pas nécessairement beaucoup. Mais là encore, dans ce concept-là, questionnez-vous effectivement si vous avez besoin d'expertise très technique, très spécifique, et vous voulez une personne qui reste avec vous dans l'entreprise, ça peut être une façon aussi de lui proposer, par exemple, de devenir partenaire de l'entreprise ou actionnaire en contrepartie de son travail. Donc, il y a toutes des réflexions aussi en arrière-plan qui sont importantes. Puis l'image de marque employeur qui doit être attractif. Donc ça, je ne vous cacherai rien que de nos jours, c'est vraiment le nerf de la guerre. J'ai parlé de Teddy, qui peut être quelque chose d'intéressant, la flexibilité des heures de travail. Il y a beaucoup d'axes sur lesquels vous pouvez travailler pour essayer justement de renforcer votre image employeur. Puis le dernier, je m'arrête là-dessus,
ça, c'est loin d'être un naturel, c'est le volet international. Puis au Québec, là, on est très, très en retard par rapport au reste du Canada. C'est comme si on était persuadé que notre marché domestique, c'était le maximum qu'on pouvait atteindre. Alors qu'au final, ben, il y a la possibilité vraiment de pouvoir exporter à l'international. Donc ça, c'est vraiment un des éléments que je vous invite à essayer d'explorer. C'est tous les marchés internationaux, puis pas vous dire d'attendre que je serai en croissance ou que je serai en maturité pour pouvoir vous lancer. Il existe effectivement beaucoup d'initiatives, que ce soit les ORPEX, dans les différentes chambres de commerce aussi, qu'on va retrouver avec des programmes à l'exportation. On a EDC, Exportation Développement Économique Canada, qui offre aussi de quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permettrait de booster aussi vos ventes. Dans certains cas, ce n'est pas applicable à toutes les entreprises en démarrage, mais vraiment à considérer. Puis juste pour vous rappeler, on a un marché domestique très limité. Donc, c'est ça aussi, c'est une question d'être assez conscient que si vous voulez aller chercher un certain volume de vente, vous n'avez pas le choix, dans certains cas, de dépasser notre marché du Québec. Puis le dernier point, c'est sûr que pour développer un réseau de contacts au-delà des frontières, ça vaut de l'or. Donc, autant on parlait de comité aviseur, d'aller chercher quelqu'un parfois qui se trouve en Belgique, ou qui se trouve en France, ou qui se trouve dans un pays d'Afrique. Ça a toute une valeur, justement, par rapport à ce qu'on souhaite accomplir, même au niveau financier. Donc, c'est encore des choses, encore une fois, d'aller développer un réseau de contacts aussi à l'international. On ne sait jamais, dans certains cas, ça peut vraiment être bénéfique. Puis, je pense que j'ai fait le tour. C'était un tour d'horizon assez rapide. C'est ça que je me disais, Hélène, je me disais comment je pourrais bien résumer ça. Et honnêtement, à part de dire que c'est un 360 degrés, hein, vraiment du démarrage d'entreprise, j'ai pas d'autres mots. Tu as couvert énormément de matériel, c'était super intéressant. Je sais pas s'il y en a qui auraient des questions, ça serait le temps. Je sais qu'on arrive à la fin de l'atelier, mais gênez-vous pas, Hélène est là pour ça. On va prendre le temps. Puis entre-temps, là, pendant qu'on va voir si quelques personnes auront des questions. Moi, Hélène, j'aimerais savoir, là, tu nous as présenté plein de choses. Ça serait quoi comme le top 3, mettons, des éléments clés là, pour le démarrage? As-tu comme une priorisation dans tout ce que tu nous as présenté? C'est sûr que le volet stratégie, parce que je vous l'ai mentionné, là, je pense que il peut y avoir des entreprises intéressantes, mais si elles n'ont pas de marché puis qu'elles ne répondent pas à un réel problème ou à un réel besoin, elle peut être bien structurée en arrière, elle n'aura pas de potentiel de rentabilité à terme. Fait que pour moi, la stratégie, ça revient un peu à la planification. C'est un des éléments qui est primordial à commencer avant d'aller plus loin, là, je dirais. Là. Super. Donc, ça serait vraiment la stratégie. J'imagine le financement n'est pas très loin derrière. C'est ça. Le financement aussi en est un gros sur lequel il faut travailler. Puis effectivement, d'essayer de le comprendre au moins comme quelque chose, une roue 360 degrés avec la possibilité d'aller chercher beaucoup de leviers. C'est vraiment définitivement ça qu'il faut regarder. Là. Super. Merci, Hélène. Je vois que, écoute, tu as tellement répondu à de nombreuses questions que les gens avaient sûrement au fur et à mesure de la présentation qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous allez recevoir la vidéo en différé là, au cours de la journée ou demain matin ou plus tard. Donc, vous pourrez revisionner tout ce que Hélène nous a proposé. J'ai vu beaucoup de gens prendre des notes, alors je crois qu'ils sont très intéressés. Et on aura un prochain atelier D aussi qui sera à venir le 6 décembre avec Suzy Mondésir, qui est stratège en équité, diversité et inclusion chez Desjardins. Donc, ça va couvrir un petit peu certains éléments qu'Hélène a abordés un peu plus tôt dans la présentation. Alors, merci encore, Hélène. Vas-y, Je oui. m'excuse, oui, j'ai peut-être un dernier élément que j'aimerais partager parce qu'on le sait, là, quand on est jeune, jeune entrepreneur, pour nous, c'est jusqu'à 40 ans. Là. Soyez rassurés, mais c'est vrai, quand on est jeune, c'est quand même plus difficile d'accéder à du financement. Je prends l'exemple des étudiants qui s'endettent pour pouvoir étudier, qui se retrouvent avec des codes de crédit, justement, des garanties personnelles très limitées. Puis chez Desjardins, notamment, on a développé un programme qui s'appelle Créavenir, qui est accessible dans toutes les régions et qui vise justement à faire en sorte de pouvoir prêter de l'argent. Donc, c'est sûr que les montants sont assez bas pour commencer. Donc, on parle d'une carte de crédit à 1000 pièces à taux préférentiel, une marge de crédit à 15 000, puis d'une subvention qui peut aller jusqu'à 5 000 en plus d'un accompagnement par un partenaire externe. Puis au bout de 6 mois, il y a la possibilité de pouvoir remonter effectivement en fonction des comportements financiers, les besoins financiers. Là. Mais ça, c'est important, justement, s'il y en a autour de la table qui ont des enjeux d'accéder à du financement,
c'est très difficile, on ne se cachera pas, donc n'hésitez pas à vous tourner vers Créavenir. Là. Vous le trouvez sur Internet là, dans chacune des régions. Oui, on aura d'ailleurs l'information dans le courriel avec la vidéo en différé. Et Hélène, ben écoute, Jana qui semble vouloir prendre la parole, alors je vais lui demander d'ouvrir son micro, puis tu pourras poser ta question. Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour la rencontre. Je voulais demander, j'ai beaucoup d'entrepreneurs anglophones ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils sont anglophones, sur le territoire de Trois-Rivières. Et je leur dis beaucoup, ça va être difficile dans le territoire de partir juste en anglais. Le français est un must, mais est-ce qu'ils ont accès à du mentorat en anglais ou c'est complexe? Alors, je vais laisser Roxane répondre pour le mentorat. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que chez Desjardins, avec l'École des entrepreneurs du Québec, on a développé un parcours démarrage avec justement des bases de connaissances. Puis, on est en train de le faire traduire pour avoir justement la version en anglais. Fait que ça, au moins, ils vont pouvoir avoir accès à l'accompagnement. Puis, je vais laisser Roxane pour le volet anglophone du mentorat. Oui, pour le mentorat pour entrepreneurs, surtout dans la grande région de Montréal, je dirais, c'est sûr qu'on a quelques mentors anglophones qui peuvent faire l'accompagnement. C'est sûr que le réseau mentorat, on est plutôt dans la francophonie, mais on commence à avoir effectivement des besoins points, puis on veut vraiment s'orienter vers ça. Donc, ça sera probablement quelque chose d'intéressant à regarder, Jana. Parfait, merci. Merci d'avoir cassé la glace, Jana. Donc, Bon, merci et Mélanie nous dit nos mentors sont bilingues, effectivement. Donc, oui, on en a qui font beaucoup d'accompagnement d'anglais, mais il y en a qui peuvent faire effectivement les deux langues. Là, donc, absolument. Merci, Mélanie, pour cet ajout. Merci en tout cas à tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, on se dit à la prochaine. Bon après-midi. Au revoir.